Merci pour votre présence à ce webinaire. Donc, je suis avec Pauline pour ce matin, pour vous présenter différents éléments sur la coopération. Je te laisse. Bonjour à tous. Moi, je suis Pauline, je suis responsable du pôle accompagnement et coopération chez France Active Normandie et je vais animer ce webinaire pour une durée d'1 heure. Je vais partager mon écran. Hop. Oups. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tout le monde m'entend? Je vous laisse faire un signe de tête ou de... C'est bon, oui, j'ai des pouces en l'air, fabuleux. Tout est OK. C'est parti. Alors, avant d'aller plus loin, juste un petit rappel du chemin qu'on trace ensemble. Donc là, c'est le deuxième webinaire d'une série de 3 sur la thématique de la coopération. C'est un webinaire qu'on a souhaité organiser parce que c'est un sujet qui nous touche tous et toutes actuellement. On a de plus en plus de demandes des partenaires à coopérer ensemble, à se rapprocher de structures. C'est dans l'air du temps. C'est aussi très intéressant pour créer des projets qui peuvent être innovants et répondre mieux aux besoins des bénéficiaires qu'on peut accompagner. Du coup, le premier webinaire qu'on a fait il y a un petit mois portait sur le diagnostic, les marges de manœuvre, savoir si est-ce qu'on était dans la bonne situation pour envisager une coopération et identifier les signaux qui montraient que c'était peut-être pas le bon moment. Aujourd'hui, on va aller plus loin et on va se poser la question, OK, c'est le moment de coopérer, mais quelle forme ça va prendre? Et du coup, on va détailler 3 grandes logiques, la mutualisation, la coopération économique et le rapprochement structurel, autrement dit la fusion. Alors sur la fusion, ce sera l'objet du 3e webinaire, parce que c'est un peu plus technique et touchy que les 2 premières formes de coopération. Mais voilà, on va passer une petite heure là-dessus. N'hésitez pas à interrompre, à poser des questions au fur et à mesure pour que ce soit interactif. Et on va donc commencer par poser le cadre. Donc, quand on parle de coopération entre structures de l'ESS, on ne parle pas d'une seule réalité. Il y a des formes qui vont être très légères, presque invisibles dans le quotidien d'une structure, et il y a des formes qui vont être très engageantes et qui vont transformer profondément le fonctionnement de votre structure, la manière de faire, la manière d'être. J'ai choisi de regrouper ces formes en 3 grandes logiques, mais ce n'est pas des cases étanches. La réalité, c'est souvent plus nuancé et on peut être amené à faire un peu d'étroit avec une frontière qui est pas ferme. La première logique, c'est la logique de la mutualisation. C'est la forme que vous connaissez le plus en général et c'est souvent la première forme qu'on essaie. L'idée, c'est simple, c'est on va partager des ressources, des locaux, du matériel, un poste administratif, des achats, sans que ça change le modèle économique de chacun. Les structures, les 2 structures, les 3 structures, les 4 structures, restent autonomes, indépendantes. La mutualisation, ça vient simplement réduire des coûts ou améliorer l'efficacité sur des fonctions, sur des manières de faire, vraiment sur la forme la plus légère. Et c'est l'exemple de 2 associations qui vont, par exemple, partager un poste de chargé de communication ou un local. C'est ce qu'on fait le plus souvent dans l'ESS. La première étape ou ce qui paraît le plus simple dans la coopération, c'est la mutualisation de moyens. La deuxième logique, c'est la logique de la coopération économique. Là, on va plus loin. Ça veut dire qu'on ne coopère plus seulement sur les moyens, mais sur l'activité elle-même. On va mettre en commun pour faire. Du coup, on va pouvoir coopérer pour répondre ensemble à un appel d'offres, pour coproduire un service, pour créer un regroupement d'employeurs. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Oui, c'est pour des logiques de réponse à un marché. C'est ce qu'on trouve le plus souvent. Et la particularité de ce type de coopération, c'est que ça va créer de la valeur économique partagée. On va créer quelque chose ensemble qu'on va se répartir et qu'on va partager. Elle engage davantage cette forme de coopération et elle demande du coup
comme c'est plus engageant, plus de confiance, donc plus de connaissance aussi de son partenaire, de ses partenaires, plus de formalisme. On va devoir mettre un cadre particulier pour intervenir parce qu'il y a un engagement économique derrière et qu'il va falloir pouvoir tracer ces flux économiques et cette création de valeur ajoutée en commun. Donc, ça nécessite plus de formalisme, mais ça ouvre des opportunités que seul, vous n'auriez pas pu saisir. C'est le principe, ça nous permet d'obtenir plus, de faire plus que si on était seul. La troisième logique, c'est le rapprochement structurel. C'est ce qu'on appelle souvent la fusion. C'est une transformation là qui est beaucoup plus profonde et qui est hyper engageante, et c'est une transformation structurelle. Ça va venir modifier votre structure. La mutualisation, c'est assez léger et c'est un faible engagement. La coopération, ça va venir modifier votre modèle économique parce que c'est un engagement économique. Et la troisième forme, qui est la fusion, ça va venir modifier votre structure. Ça peut modifier les structures juridiques elles-mêmes, c'est souvent le cas, parfois jusqu'à faire disparaître une structure au profit d'une autre ou créer une entité commune. Et ce principe de coopération plus qu'est la fusion, c'est irréversible. C'est-à-dire qu'une fois que c'est fait, c'est difficile de revenir en arrière et de cesser la coopération et que chacun retrouve sa forme initiale. C'est long, c'est complexe et ça s'envisage surtout pas dans l'urgence et ça s'envisage surtout pas comme une solution pour régler des problèmes. Et ça, on le verra plus en détail sur le troisième webinaire où ce sera vraiment dédié au principe de fusion. Ce qui distingue vraiment les trois formes, c'est pas tant leur complexité que ce qu'elle implique pour vous. Suivant le mode de coopération qui va être privilégié, ça ne va pas demander la même chose. La mutualisation, ça n'engage pas votre autonomie juridique. Vous restez vous pouvez arrêter si ça ne fonctionne pas, et vous pouvez aussi mettre en place de la mutualisation en quelques semaines. C'est vraiment assez léger, rapide, et ça permet surtout de faire des économies de coûts. La coopération économique, ça vous engage sur votre activité. Il va falloir, comme je le disais, contractualiser, il va falloir répartir les rôles, il va falloir répartir les revenus, il va falloir répartir les responsabilités. Donc, c'est plus exigeant, mais du coup, le bénéfice est plus structurant et plus important aussi. La fusion, elle, on le disait, ça va transformer profondément qui vous êtes, votre identité institutionnelle. Et une fois que c'est lancé, c'est difficile de faire marche arrière. C'est pour ça que la fusion, ça demande un niveau de maturité, de confiance, de préparation qui est supérieur. Et on est sur un temps beaucoup plus long que sur les deux autres formes de coopération. Mais il n'y a pas de hiérarchie entre ces trois formes, entre la mutualisation, la coopération, la fusion. Il n'y en a pas une qui est moins bien que l'autre. C'est simplement différent et ça ne va pas activer les mêmes leviers. Et le tout, c'est d'identifier quel levier je dois activer pour répondre à mon besoin à moi et pas quelle forme est conseillée par tel partenaire ou quelle forme est la plus tendance. Pour aller un peu plus loin encore, on va détailler. La mutualisation, c'est souvent le premier levier qu'on envisage et ça peut parfois être mal compris. Parce que ce qu'on peut mutualiser, c'est large. Ça va des fonctions les plus techniques, la comptabilité, la paie, la communication, aux locaux, aux achats groupés, aux formations, aux outils numériques. Dans certains cas, ça va jusqu'au partage d'un poste à temps partiel entre deux structures et c'est ce qu'on appelle un emploi partagé. Ce qui fait tenir une mutualisation, ce qui fait que ça fonctionne, c'est trois choses. C'est j'ai un besoin réel et partagé. C'est pas une bonne idée sur le papier, mais c'est quelque chose que les deux structures ressentent vraiment. Si l'une des deux structures mutualise par juste opportunité ou par contrainte, ça fait que ça ne va pas tenir dans la durée. Si elle mutualise juste pour rendre service à sa structure partenaire, ça ne va pas tenir dans la durée parce qu'il faut que chacun puisse y dégager quelque chose parce que ça va quand même nécessiter de se parler, d'échanger et de formaliser qu'est-ce qu'on mutualise. Ça nécessite un minimum de confiance. On ne partage pas une ressource avec quelqu'un dont on se méfie.
C'est le principe de la coopération, peu importe la forme que ça prend, c'est qu'on va amplifier des relations existantes, si possible, dans le bon sens, mais aussi dans le mauvais sens. Ça va venir exacerber des relations avec la structure partenaire. Donc, ça nécessite d'avoir confiance. Du coup, il faut un accord clair sur le partage des coûts, le partage des responsabilités. Même pour quelque chose de simple, il faut le mettre par écrit. Ce n'est pas nécessairement un contrat de 30 pages, mais ça peut être une simple convention, même courte, mais qui précise qui paie, qui décide et comment on sort si ça ne marche plus. C'est les 3 éléments à avoir en tête quand on part sur un principe de mutualisation, de postes, de locaux, de mission. Il faut être très au clair et il faut formaliser ces 3 petites choses. Qui paie quoi, qui décide quoi et comment on sort si ça ne marche plus, parce que ça permet de sécuriser la relation et ça permet de ne pas avoir à se poser des questions une fois que c'est trop tard et que les postes ou les missions sont mutualisées. On se le pose avant, on se l'écrit, on se partage et c'est ce qui fait le cadre de la mutualisation. Il y a 2 points de vigilance à avoir en tête. Le premier, c'est on ne confond pas mutualisation et sous-traitance. Dans une mutualisation, les 2 structures bénéficient et contribuent. Alors que dans un principe de sous-traitance, c'est une structure qui rend service à l'autre, en général moyennant rémunération, et c'est pas illégitime, hein, les deux manières de faire sont possibles, mais c'est pas la même chose. Et le deuxième point de vigilance à avoir aussi dans les logiques de mutualisation, c'est le rapport de force. Si une structure est 2 fois plus grande que l'autre, le risque, c'est que la plus grande impose ses rythmes, ses outils, ses exigences, ses manières de rendre compte, ses manières de facturer. Et du coup, c'est pas grave qu'il y ait une structure plus grande que l'autre, mais il faut juste être très au clair, encore une fois, sur les responsabilités, les flux d'argent qui vont avoir lieu et la manière de travailler ensemble. Donc, la mutualisation, c'est facile, c'est assez simple à mettre en place, mais ça nécessite quand même un cadre qui permet de sécuriser la relation, d'éviter les déséquilibres et de formaliser des accords qui peuvent être jusqu'à présent informels. Ça peut déjà vous arriver de mutualiser certaines choses sans que ce soit très cadré. Le poser dans une petite convention, ça sécurise toujours. On va regarder ce petit cas pratique qui va nous permettre d'illustrer ce que je viens de vous dire. C'est l'exemple de 2 associations locales, des secteurs différents, environ 8 ETP chacune, et elles décident de partager un poste de responsable administratif à temps plein. Qu'est-ce qui a déclenché ça? Pourquoi est-ce que les structures, elles en sont arrivées là? Eh bien, parce que les 2 directeurs, ils passaient 30% de leur temps sur des tâches administratives. Ils passaient une partie de leur temps à faire la compta, donc la saisie comptable, le suivi des subventions, la préparation des CA. Et aucune de ces structures n'avait les moyens, n'avait un budget suffisant pour se payer un poste structurant. Mais ensemble, elles le pouvaient. Alors, comment est-ce qu'elles ont procédé? Eh bien, elles ont fait une petite convention de mise à disposition avec une clé de répartition du coût selon le volume d'activité de chacune. Donc, le poste, il est réparti à 55% du temps de la personne sur la structure A et 45% du temps de la personne sur la structure B, parce que la structure A a plus d'activités, donc plus de choses à traiter. Ils ont fait une petite période d'essai de 6 mois pour voir si ça fonctionnait, avant de s'engager plus longtemps. Et le résultat, 1 an plus tard, les 2 directeurs ont récupéré environ 2 jours par semaine de temps disponible. Youpi. Le suivi budgétaire est devenu plus fiable et du coup, chacune des structures a économisé environ 12 000 € par an parce que plus efficace, plus de temps pour les directeurs alloués à leur mission principale. Et du coup, youpi, tout s'est bien passé. Ce qu'on peut retenir de ce cas, pourquoi est-ce que je vous le présente comme ça, c'est que ça a fonctionné parce que le besoin était réel et identique des 2 côtés. Les 2 structures étaient à peu près de la même taille, le rapport de force était équilibré. On voit que sur la répartition du temps de la RAF, on est 45-55, c'est pas énorme comme delta. Elles ont formalisé l'accord dès le début, elles ont fait une petite convention
et elles ont aussi testé la période d'essai de la mutualisation. C'est important parce que ça permet de voir si ça ne marche pas, on arrête et c'est pas grave, on aura tenté. Mais voilà, pourquoi cet exemple est bon, parce que structure identique et qui partagent un même besoin, il n'y a pas une structure qui demande à l'autre de mutualiser un poste, elles font le même constat, directeurs qui n'ont pas de temps, convention mal suivie et gestion budgétaire pas faux folle. On a le même besoin, organisons-nous, posons les choses, essayons et formalisons le tout dans un accord. Du coup, les rapports de force étaient équilibrés et tout le monde y a trouvé son compte. Donc, mutualisation, assez simple, facile à mettre en œuvre. Il faut juste avoir un besoin commun partagé et des structures à peu près équivalentes. Deuxième forme de coopération, la coopération économique. C'est la forme peut-être la moins connue dans sa technicité et c'est souvent celle qui crée le plus de valeur concrète. La coopération économique, c'est quand on décide de se mettre ensemble, pas pour mettre ensemble des moyens, mais sur le cœur de notre activité. Ça peut prendre 4 formes principales. Alors, il y en a d'autres, mais on va regarder les formes principales de coopération. Le groupement d'employeurs, ou appelé GE, c'est quand plusieurs structures créent ensemble une entité juridique qui embauche des salariés et les met à disposition de chacune. C'est particulièrement utile pour stabiliser des postes à temps partiel que chaque structure ne pourrait pas financer seule à temps plein. Ça permet aux salariés de gagner une stabilité et aux structures de gagner en flexibilité. Donc, on se regroupe pour créer une entité qui va porter nos salariés qui vont être affectés à plusieurs structures du groupement d'employeurs. La deuxième forme, celle qu'on connaît le plus souvent et qu'on est amené à éprouver tous les jours parce que c'est dans les demandes des partenaires, c'est la réponse commune à un appel d'offres ou un appel à projet. C'est quand on s'associe pour répondre à un marché ou obtenir un financement que seul on ne pourrait pas avoir. Parce que le montant est trop élevé, parce que les exigences sont trop larges, parce que on n'a pas les compétences seules de porter la totalité du marché. Donc, on va aller chercher des structures qui vont venir compléter notre offre, nos compétences, notre valeur ajoutée pour ensemble être plus forts. Et du coup, ça nécessite de désigner en général un mandataire. C'est celui qui va un peu coordonner l'organisation de ce groupement. De répartir les lots, parce qu'en général, chacun va avoir un lot dans le cadre du marché. Donc, un bout de marché va être affecté à chaque structure, où les structures peuvent être plusieurs sur le même lot, mais du coup, ça nécessite d'être très au clair sur qui fait quoi. Et on signe une convention de groupement avant de déposer la réponse à l'appel d'offres ou à l'appel à projet. Et du coup, c'est assez formalisé et en général, quand vous répondez au marché ou au projet, c'est déjà indiqué toutes les formalités administratives qu'il faut avoir, mais ça nécessite une gestion, un pilotage de la coopération et du suivi du marché assez lourde et on le verra un peu plus en détail après. Mais c'est les formes qu'on voit de plus en plus parce que ça devient une injonction pour répondre aux appels d'offres et au marché. Autre forme de coopération économique possible, c'est la coproduction ou la co-commercialisation. On va construire ensemble un service ou un produit et on va partager les revenus issus de ce service ou produit selon une clé de répartition qu'on va définir. Du coup, ça suppose d'avoir une vraie complémentarité entre les structures. Ça suppose d'être très au clair sur les compétences des uns et des autres. Mais c'est assez intéressant pour apporter une offre nouvelle, un service nouvel sur un territoire, par exemple, qui n'est pas couvert. On va aller chercher la plus-value d'une structure pour créer une offre commune et on va se répartir le chiffre d'affaires issu de ce partage. Autre type, c'est le portage croisé d'activités. Ça veut dire qu'une structure va porter juridiquement ou comptablement une activité pour le compte de l'autre. C'est une forme de sous-traitance qui est structurée
Et ce n'est pas de la prestation, c'est de la sous-traitance structurée. Je vais confier à ma structure partenaire le portage juridique d'une activité ou le portage comptable, et on va s'organiser pour gérer les flux financiers entre les deux structures. En tout cas, il y a plein de formes de coopération économique possibles. Ce qu'il y a de commun entre ces formes, c'est qu'elles vont créer de la valeur qui va être partagée. On va amener quelque chose de nouveau qui va nous générer de la valeur pour notre structure, pour notre raison d'être, pour l'impact qu'on cherche à atteindre, et on va répartir cette valeur entre toutes les structures qui participent à cette coopération. C'est plus poussé que la mutualisation parce qu'on crée quelque chose de commun. La mutualisation, c'est on met au milieu. La coopération économique, c'est on met au milieu pour créer de nouvelles choses. Donc, ça nécessite un cadre contractuel défini, posé, juridiquement fiable, et ça nécessite une gouvernance du projet commun. La coopération économique, peu importe la forme, que ce soit un groupement, de la coproduction ou de la réponse à un marché, ça nécessite un temps de gouvernance, un temps de gestion, un temps de pilotage important qu'il ne faut pas négliger quand on se lance dans un projet de coopération. Du coup, petit cas pratique pour illustrer. Là, c'est 3 structures d'insertion qui vont répondre ensemble à un marché départemental pour des prestations d'insertion. Le montant total, on est sur 380 000 €, et aucune des structures ne pouvait y répondre seule, soit parce qu'elle ne pouvait pas atteindre le volume demandé, soit parce qu'elle n'était pas sur l'ensemble des territoires qui étaient sollicités par le département pour intervenir. Donc, pas possible en termes de volume et pas possible en termes de couverture géographique. Comment ça s'est passé? Quelle histoire je vous raconte derrière ce cas pratique? Eh ben, il y a un directeur d'une structure qui a repéré les appels d'offres et qui a contacté 2 structures qu'il connaissait parce qu'on se croise souvent sur le territoire, et qui portent des activités qui étaient complémentaires géographiquement et sectoriellement par rapport à lui. C'est important. On verra dans le webinaire sur comment on choisit. On ne choisit pas au hasard avec qui on coopère. Là, il y avait une complémentarité dans l'implantation géographique et dans le domaine d'activité. Donc, ensemble, ils ont signé une convention de groupement momentanée. Donc, c'est ce qui est proposé dans le cadre du marché. Vous avez des conventions à signer pour dire « OK, on se regroupe sur la période donnée du marché ». Et ils ont désigné l'un des directeurs des 3 structures comme mandataire. Ça veut dire c'est celui qui a Ils l'ont désigné parce qu'il avait les capacités, il avait les épaules à la fois juridiques et financières pour l'être, et pour piloter un peu l'organisation des flux financiers et l'organisation de l'activité de ce groupement. Ils ont répondu tous les 3, ils ont remporté le marché et chacun a exécuté sa part avec, pour piloter et pour suivre l'activité, une réunion mensuelle de pilotage pour voir l'atteinte des objectifs, comment chacun faisait la réalisation de son marché. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Eh ben, le marché a été renouvelé et 2 des 3 structures ont engagé dans la foulée une réflexion de rapprochement plus structurel. Là, parce que la coopération économique, ce qu'ils avaient posé dans le cadre de marché, eh ben, ça a créé les conditions de confiance pour aller plus loin et de se rendre compte, si on arrive à coopérer le temps d'un marché, est-ce que ce ne serait pas intéressant de se poser la question de coopérer plus durablement parce que les bénéfices qu'on en tire sont plus importants que les inconvénients. Qu'est-ce que je veux vous montrer avec ce cas? C'est que ça a fonctionné parce que la complémentarité était réelle. Elle n'était pas fabriquée pour les besoins du marché. On ne s'est pas dit, on se connaît bien, on s'apprécie, on va répondre ensemble. Non. Le premier directeur, il a d'abord été chercher des structures qui étaient complémentaires. Il n'a pas été chercher des structures copines pour répondre à un marché. Il y a une vraie logique de qu'est-ce qu'on peut apporter de plus et ensemble pour répondre à ce marché. Ça a fonctionné aussi parce que le cadre contractuel a été posé dès le début, avant même de savoir si le marché allait être remporté. On a posé les cadres de fonctionnement et ça permet de se dire, OK, si on est retenu, on est tous d'accord que ça fonctionne comme ça, que c'est un tel le chef du groupement, qu'on se rencontre,
qu'on se rend compte et qu'on se rencontre de telle manière et qu'on organise les flux financiers comme ça. Donc, le cadre contractuel posé dès le début, c'est important parce que ça veut dire qu'on partage les mêmes règles du jeu. Et c'est mieux de le faire avant qu'une fois qu'on est retenu, de se dire « Ah, mais maintenant, comment est-ce qu'on va fonctionner ?» Parce que si on n'est pas d'accord une fois qu'on est retenu sur la manière de fonctionner, ça va être compliqué de mettre en œuvre le marché. Et puis, il y avait cette gouvernance commune. Certes, il y a un mandataire principal, mais il y a des réunions mensuelles qui ont permis d'éviter les tensions. Ce n'est pas chacun fait le bout de son marché dans son coin et puis on fait le bilan à mi-parcours pour voir où on en est. Parce que ça peut créer des tensions et ça peut créer des retards aussi dans la réalisation du marché et du coup mettre tout le monde en difficulté. Donc, c'est important de se réunir et de poser le cadre de ces réunions pour suivre l'avancée de la réalisation du marché. Donc, ça demande de la confiance, une rigueur contractuelle et une rigueur dans la manière d'entretenir la relation entre toutes les structures de coopération économique. Et puis, ce que ça montre aussi, ce cas pratique, c'est que ça a aussi ouvert la voie à quelque chose de plus profond. Ok, ça a marché sur le marché. On a réussi à travailler ensemble, on a dégagé de la valeur en commun. Réfléchissons pour aller plus loin. Donc, petit cas pratique illustrant sur la coopération économique. Dernier cas qu'on va passer assez rapidement parce que c'est l'objet du prochain webinaire, c'est la fusion. C'est la décision qui engage l'identité même des structures. Ce n'est pas une réorganisation interne, c'est une transformation juridique, sociale, et souvent symbolique. On va partir avec un nouveau projet, on va réécrire le projet de la structure. Ça peut prendre plusieurs formes, la fusion. Il y a la fusion-absorption. Ça veut dire qu'une structure va absorber l'autre, donc l'une va disparaître juridiquement. Ses actifs, ses contrats, ses salariés, ils vont être transférés à l'autre structure. Donc, j'ai une structure A qui fait disparaître la structure B en l'absorbant, en l'aspirant dans ses activités. Deuxième forme, la fusion par création. Les deux structures disparaissent, on rase tout et elles créent ensemble une troisième entité. On repart de zéro. C'est plus rare, mais ça permet de repartir sur une page blanche commune et ça peut être intéressant quand les deux structures ont un fond commun, mais des publics différents, des manières de faire différentes. Ça va permettre de reposer le cadre du projet. On rase tout, on réfléchit à quel projet on veut créer en commun et du coup, ça peut être intéressant dans ce cadre-là. Et puis, l'autre forme, c'est l'apport partiel d'actifs. C'est-à-dire, on ne fusionne pas tout, mais on va transférer une activité spécifique d'une structure à l'autre. C'est moins radical, ce n'est pas une structure disparaît au profit de l'autre ou les deux structures disparaissent. Et je prends un bout de mes activités que je transfère à une structure partenaire. C'est moins radical, ça peut parfois être la première étape d'une fusion plus intense, enfin plus impliquante, mais ça nécessite aussi d'être formalisé juridiquement. Et puis la dernière forme, c'est l'union ou la fédération. C'est une forme de coordination qui est renforcée sans fusion totale. C'est-à-dire que les structures, elles vont rester indépendantes, mais elles vont se doter d'une instance commune qui va un peu régir leur manière de faire et leur manière d'opérer sur les territoires. Chaque structure A et B continue d'exister, mais on met une structure chapeau qui va faire qu'on existe dans un cadre commun et qu'on existe avec quelque chose de partager et de construire ensemble. Ce qui change concrètement dans une fusion par rapport aux autres modes de coopération, c'est les statuts, les instances de gouvernance, les contrats de travail qui vont être transférés de droit, les agréments, les conventions pluriannuelles, les marchés publics. Tout ça, ça doit être retravaillé et ça prend du temps. Et souvent, ça prend entre 1 à 3 ans entre on décide de fusionner à OK, la fusion est effective. C'est rare d'arriver à une fusion en dessous de 1 an ou alors c'est une fusion sur le papier, mais tout reste à construire. À titre d'exemple, nous, France Active Normandie, avant, il y avait Haute-Normandie Active, Basse-Normandie Active, et on a fusionné pour correspondre au schéma de la région aussi, enfin la nouvelle géographie des régions.
pense qu'on arrive là à un processus qui a commencé en 2018. Donc la fusion, ça prend vraiment beaucoup de temps pour qu'on ait une seule équipe, une seule manière de faire, une seule entité. Et entre le moment où on décide et le moment où ça y est, il n'y a plus rien à toucher et on est une seule et belle famille, il faut avoir en tête que ça se construit très durablement. Et du coup, ça nécessite d'avoir en tête le temps pour administrer cette fusion, l'organiser, en plus du travail quotidien qu'on peut avoir. Donc, pour résumer les principes de la fusion, qu'est-ce qu'il faut avant de se lancer dans cette grande aventure? Il faut que les deux projets associatifs soient compatibles de base. Enfin, les deux projets de structure soient compatibles de base. Il ne faut pas qu'ils soient identiques, mais qu'ils soient compatibles. Si les valeurs, les publics, les modes de gouvernance, comment est-ce qu'on prend les décisions, sont fondamentalement différents, et ben forcément, la fusion, ça va créer des tensions plus que ça va en résoudre. Si on n'est pas d'accord sur le socle commun de pourquoi, pour qui, comment, ça va être compliqué de mener une fusion efficace. Deuxième point non négociable, il faut que les structures soient en état de fusionner. Fusionner deux structures fragilisées, ça ne va pas créer une structure solide. Ça crée une structure plus grande avec les mêmes problèmes ou alors avec des problèmes encore plus grands. Donc, il faut que les structures soient en état, soient disponibles cérébralement pour penser la fusion, mais soient aussi disponibles financièrement et économiquement, parce que ça va amener des chamboulements, qu'il faut de la trésorerie d'avance, que ça va secouer tout ce qui est en œuvre. Du coup, si on est un peu fragile, le fait de passer par le séisme de la fusion, ça va accentuer les fragilités. Troisième point, il faut que les équipes et les conseils d'administration soient informés et impliqués. Une fusion qui est décidée sans les équipes, c'est une fusion qui va échouer. Souvent dès le début, parce qu'on va avoir de la réticence au changement, parce que les équipes vont considérer qu'elles sont lésées par rapport à l'autre structure, même si ce n'est pas vrai. C'est vraiment un processus collectif et il faut que les équipes soient associées dès le début et pas on discute d'une fusion entre directeurs et puis une fois que c'est prêt, on embarque les équipes. Déjà parce qu'on risque de passer à côté de certains points de vigilance que les équipes peuvent très bien avoir et parce que c'est hyper questionnant pour des salariés. Ça peut être inquiétant, une fusion. Du coup, il faut maintenir un climat paisible au sein de sa structure, donc il faut obligatoirement associer les équipes. Et puis, autre point important pour que la fusion fonctionne, il faut un diagnostic indispensable avant la fusion, déjà pour savoir, je remonte sur le point d'avant, est-ce que les structures sont en état de fusionner et sur quelle base on va fusionner. Donc, un diagnostic juridique, un diagnostic social, un diagnostic financier. Et dans presque tous les cas, un accompagnement extérieur va être nécessaire parce qu'il faut aussi de la neutralité pour que ce diagnostic, justement, soit pertinent et qu'on parte sur des bases communes qui sont réelles. Il faut un accompagnement externe qui va aussi avoir le temps de faire le diagnostic et de réfléchir la suite des étapes. Donc, voilà, la fusion, ça peut être intéressant, mais c'est lourd, ça demande du temps, des ressources, de l'énergie, de la direction et des équipes. Et on n'y va pas si on est en difficulté immédiate parce qu'il faut d'abord stabiliser son modèle avant de penser à aller en développer un autre avec une autre structure. Concrètement, une fois que je vous ai présenté ces trois types, quelles questions on doit se poser pour savoir est-ce qu'il faut plutôt que j'aille vers une mutualisation? Est-ce qu'il faut que j'aille vers une coopération? Est-ce que la fusion, c'est le bon moment? La première question à se poser, c'est quel est le problème précis que je cherche à résoudre? C'est quoi mon besoin? C'est quoi la question fondamentale? Si vous ne pouvez pas y répondre en une phrase, c'est que le projet n'est pas encore assez mûr. Est-ce que je veux me lancer dans un processus de coopération parce que j'ai besoin de réduire mes coûts? Est-ce que j'ai besoin d'accéder à un marché? Est-ce que je suis structurellement fragile et que du coup, je dois consolider quelque chose? C'est ça qui va vous permettre de déterminer le levier à actionner. C'est la première question, c'est pourquoi? Pourquoi la coopération? Pour répondre à quel besoin? Parce que c'est ça qui va guider quel niveau de coopération je vais devoir déployer par la suite. Deuxième question, est-ce que j'ai identifié un partenaire potentiel?
Ça ne va pas se construire dans l'abstrait, la coopération. Elle se construit avec quelqu'un. Si vous n'avez pas encore de partenaire en tête, la première étape, c'est de trouver ce partenaire. Et on verra comment est-ce qu'on peut faire par la suite. Mais on ne coopère pas seul. Donc, première question, de quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que je dois résoudre? Deuxième question, qui j'ai dans mon scope qui peut partager ce besoin commun et qui peut avoir cette même problématique? Troisième question, quel est le niveau de risque et d'engagement que je suis prêt à assumer? Est-ce que je cherche quelque chose de léger? Est-ce que je suis prêt à m'engager dans quelque chose de plus structurant ou complexe? Est-ce que j'ai le temps de m'engager dans quelque chose de plus structurant et plus complexe? Donc, quel niveau de risque et d'engagement je suis prêt à prendre? Ça va permettre de déterminer où est-ce qu'on met le curseur de la coopération. Quatrième question, mon équipe et ma gouvernance sont-elles prêtes? Est-ce que j'ai le soutien de mon CA? Est-ce que j'ai une équipe qui est plutôt dans la résistance et qui est dans une période de tension importante? Est-ce que je suis seule à porter ce projet et je suis seule à me dire que c'est une bonne idée? Si mon CA n'est pas informé, si l'équipe est résistante et si je me sens seule dans le projet, c'est un signal, ce sont des signaux d'alerte. Ça veut dire que le projet n'est pas encore mature pour aller vers la coopération. La coopération, ça se prépare collectivement. Et encore une fois, pourquoi? Parce que ça va amener des changements chez vous et que si on n'est pas solide et au clair, ces changements, ça va fragiliser plus qu'autre chose. Cinquième question, est-ce que j'ai les ressources pour conduire ce projet de coopération? La coopération, ça a un coût de transaction. Ça demande du temps, de direction, de coordination, d'équipe, de pilotage. Ça peut demander un accompagnement externe dans certains cas, comme on le disait tout à l'heure. Ça demande des ressources aussi en termes de suivi administratif et juridique. Si vous êtes déjà à flux tendu, se lancer dans un process de coopération, c'est un facteur de risque réel parce que ça va venir surcharger des équipes, des fonctions, des missions qui sont déjà bien complètes. Ces 5 questions, il n'y a pas forcément de bonnes réponses, mais elles vont vous permettre de savoir à quel stade vous en êtes et ce qui vous manque pour avancer. Je ne sais pas répondre à la question 3, ça veut dire qu'il faut que je réfléchisse et que je mette en œuvre les choses pour pouvoir répondre à cette question. L'objectif, ce n'est pas d'avoir réponse à tout, c'est au moins de se poser les questions parce que ça va avoir des conséquences derrière sur l'organisation de la coopération. Une fois qu'on s'est dit ça, on est plutôt en capacité de voir vers quel type de coopération on peut aller. On a une image plus précise de chaque forme. Qu'est-ce que ça implique? La question pratique, c'est laquelle pour moi dans ma situation? Si je veux réduire mes charges fixes sans changer mon fonctionnement, si mon besoin, c'est de réduire mes charges fixes parce que c'est structurellement lourd pour mon organisation, je vais aller vers la mutualisation. C'est précisément pour ça que la mutualisation existe. Si je veux accéder à un marché ou à un financement qui est trop grand pour moi et auquel je ne peux pas répondre seul, je vais aller vers la coopération économique, en réponse groupée ou en coproduction. Si j'ai un salarié à temps partiel que je ne peux pas stabiliser seul, que je ne peux pas maintenir et pour lequel je ne peux pas donner des conditions de travail plus intéressantes que du temps partiel, je vais réfléchir à un groupement d'employeurs. C'est souvent la première bonne raison pour créer un groupement d'employeurs, c'est la qualité de l'emploi qu'on souhaite proposer à ces équipes. J'ai des compétences, je veux les maintenir ou je veux leur faire passer un cap. Seul, je ne peux pas. Et à plusieurs, on pourra lui apporter les conditions nécessaires pour avoir un emploi durable et de qualité. Je veux coproduire un service ou partager une offre pour répondre plus largement à un besoin ou de manière plus efficiente à un besoin ou avoir plus d'impact parce que c'est ma raison sociale, et je vais réfléchir à trouver un partenaire pour faire de la coopération économique. Mon modèle est fragilisé, je cherche une solution de long terme parce que seul, je ne peux pas arriver à avoir de nouveaux marchés, à avoir de nouveaux territoires qui vont me permettre un développement suffisant pour mon modèle économique. Je vais commencer à réfléchir au rapprochement. Mais seulement si les conditions sont réunies, les conditions que je vous citais tout à l'heure.
je veux transmettre mon projet à une structure qui le portera mieux ou sur un territoire qui est plus efficace que le mien, et je vais réfléchir pareil à un système de fusion dans les cadres que je vous ai proposés. C'est souvent le bon moyen de transmettre aussi une partie des activités. C'est un point de départ, tout ce que je vous dis là. Ça ne remplace pas une analyse de situation spécifique, mais on ne va pas décréter je vais mutualiser ou je vais fusionner. On va d'abord analyser son besoin, analyser ses conditions, et ensuite, ça permettra de déterminer quelle forme de coopération ça prend. Il ne faut pas le faire à l'envers parce que sinon, on risque de se planter. On part de soi, on part de notre besoin, on part de ce qu'on a de disponible et de ce qui nous caractérise pour savoir vers quoi on veut aller. Une fois qu'on a identifié les leviers, comment on fait? La question, c'est pas comment la mettre en œuvre, mais c'est plutôt avec qui je vais mettre en œuvre ça. Donc, on va souvent observer des projets de coopération qui réussissent, pas parce que l'idée de coopération était bonne, mais parce que le partenariat de base était bon. Avant de parler de convention, de budget, d'organisation, il faut identifier les bons partenaires. Et du coup, on va d'abord chercher les structures qui ont les mêmes besoins. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On partage un besoin commun, qui vont rencontrer les mêmes problématiques, qui interviennent sur le même territoire ou alors sur un territoire complémentaire et qui disposent de compétences complémentaires aux miennes. Donc, ça nécessite de connaître son écosystème, donc d'être dans des instances qui permettent de rencontrer ses pairs, d'échanger avec eux. Ça peut être dans des clubs, dans des communautés, dans des réunions organisées par les pilotes. Il faut se frotter à la réalité de son écosystème justement pour le connaître et pour identifier ceux qui vont être complémentaires à mon offre. La coopération, ça fonctionne rarement parce qu'une structure a besoin du projet. Elle va fonctionner parce qu'il y a un intérêt mutuel qui est clairement identifié entre les deux structures. Et quand on cherche la même chose, c'est plus facile d'y aller ensemble. Une fois qu'on a repéré plusieurs partenaires, il va falloir faire une étude de faisabilité. Et du coup, on va se poser les questions de 4 dimensions. La première dimension, c'est la dimension stratégique. J'ai identifié qui pourrait être intéressant. Est-ce qu'on a réellement un objectif en commun? Une fois qu'on se l'est dit, on va vraiment creuser est-ce que notre vision de la société, du monde, de ce qu'on veut porter, c'est la même ou c'est pas la même? Si c'est pas la même, est-ce qu'on arrive à se croiser à un moment ou pas? Ou est-ce que c'est OK, chacun va faire sa route parce qu'on ne poursuit pas le même but? La deuxième question à se poser et à creuser dans le cadre de l'étude de faisabilité, c'est quel gain on espère tirer et quel coût il va falloir supporter pour mettre en place cette coopération. OK, on a un objectif commun. Combien ça va nous rapporter pas que en termes financiers, en termes d'image, d'impact, d'atteinte, de réponse à des besoins sur le territoire, et combien ça va nous coûter tout ça. Donc, c'est important de se poser des questions. J'identifie avec qui, je vois le projet commun qu'on veut construire, l'objectif commun qu'on se fixe. Une fois qu'on a un objectif, on sait, on fait un rétro-planning pour atteindre ces objectifs et ça va nous dire quelles ressources on a besoin et qu'est-ce que ça va nous permettre de gagner. Ensuite, la troisième dimension, c'est et de manière organisationnelle. Est-ce que les équipes, les administrateurs, les dirigeants sont prêts à s'engager? Si dans les deux structures, il y a que les administrateurs du A et les équipes du B qui sont prêts à y aller, ça risque de créer des distensions entre les deux structures et du coup de fragiliser les bases de la coopération. Donc, une fois que j'ai trouvé avec qui, une fois que j'ai identifié ce que ça allait rapporter, coûter en termes de ressources à la structure, est-ce que tout le monde est OK avec ça? Et si c'est pas OK, on le travaille. Ensuite, une fois qu'on s'est dit ça, et seulement une fois qu'on s'est dit ça, c'est quelle forme juridique ça va prendre. Est-ce que c'est une convention de mutualisation? Est-ce que c'est un groupement d'employeurs? Est-ce que c'est une fusion-absorption? C'est seulement une fois qu'on a questionné les autres points, le pourquoi, le combien et avec qui et comment, qu'on peut savoir quelle forme juridique est la plus adaptée, quelle contractualisation on doit mettre derrière le projet de coopération. Et ce n'est pas l'inverse. Et surtout, avant de vous engager durablement, essayez de tester. Les coopérations les plus solides, c'est souvent celles qui ont commencé modestement. On va faire une action commune, on va répondre, on va proposer une action ensemble lors d'un événement.
On va partager un post sur un temps donné. On va faire une réponse conjointe à un appel à projet avant de faire un marché. Ces premières expériences, ça permet de vérifier la confiance, que les méthodes de travail sont partagées, qu'on parle le même langage et qu'on a de la capacité à échanger ensemble et à coopérer avant d'aller plus loin. Et du coup, lorsqu'on parle de formalisation, on pense que, c'est ce que je vous disais, immédiatement, on va penser statut, procédure complexe. Alors qu'en réalité, formaliser, ça veut juste dire rendre explicite ce qui est souvent implicite. Vous coopérez déjà probablement avec des structures. Le tout, c'est de le poser pour faire une première étape qui va aider à structurer quelque chose de plus large. Et pour poser ce cadre et le formaliser de manière explicite, il faut pouvoir répondre à qui apporte quoi, qui décide, qui paie, qui bénéficie, comment on mesure les résultats. Et ça, si on sait répondre à ces questions-là, on est prêt pour la coopération. Il suffit juste de les inscrire quelque part pour que ça serve de cadre commun. Plus la coopération est ambitieuse, plus le degré, le curseur de la coopération va être poussé, plus les réponses à ces questions-là doivent être précises. Sur de la mutualisation, le qui fait quoi, qui paie, qui décide, etc., ça peut être très simple. Sur une coopération qui va plutôt vers de la fusion et de la réponse à un marché, il faut que ces questions, on ait des réponses très précises et très détaillées, parce que sinon, la coopération ne marchera pas. Et puis, il y a un point aussi que je vous encourage à anticiper, c'est les modalités de sortie. Une coopération, ce n'est pas un mariage à vie. Certains ont fonctionné très bien pendant plusieurs années, puis au bout d'un moment, ça va devenir moins pertinente parce que le besoin auquel on voulait répondre, il a évolué, il a disparu. Et ben, du coup, il faut prévoir dès le départ comment est-ce qu'on peut arrêter ou faire évoluer la coopération. Et c'est souvent le meilleur moyen de sécuriser la relation entre partenaires aussi. Encore une fois, on est dans la confiance et dans quelque chose de partagé. Se dire qu'est-ce qui se passe et comment on fait si jamais on ne partage plus, c'est important de le penser dès le début. Ce n'est pas une contrainte administrative, la formalisation. C'est vraiment un outil de confiance qui va permettre de travailler sereinement et durablement dans le cadre de votre projet commun de coopération. C'était très dense, je vous ai dit plein de choses. On est rentré un peu plus dans le détail par rapport au premier webinaire. Le prochain webinaire, donc, c'est sur la fusion avec un détail sur comment est-ce qu'on organise une fusion, on la pense, on la construit. On souhaiterait aussi plus tard vous proposer un atelier pratique où on se rend compte et on va vous donner concrètement la feuille de route pour un projet de coopération. Donc, vous repartirez à la fin de l'atelier avec toute la méthode détaillée et la feuille de route pour aborder un projet de coopération. Donc ça, ce sera à la rentrée de septembre pour l'atelier, mes prochains webinaires en juillet. Et petit détail aussi, donc le webinaire, je vous l'ai indiqué, on a notre assemblée générale France Active Normandie le 18 juin. C'est l'occasion pour nous de lancer un appel, l'appel du 18 juin. On souhaite mobiliser tous les dirigeants ESS qui veulent s'engager dans une démarche, pas de résistance, mais de réflexion pour faire face justement au contexte qui nous secoue tous. Baisse des financements publics, injonction à la coopération, tout ça. Nous, on souhaite réunir les dirigeants pour qu'on puisse penser ensemble, anticiper ces chocs qui nous prennent de tous côtés et proposer des réponses communes au territoire pour faire que l'ESS existe, perdure, se revendique et des moyens. Donc, on vous présentera tout ça lors de notre AG extraordinaire le 18 juin. Donc, c'est l'occasion pour nous de vous présenter la nouvelle gouvernance qu'on souhaite mettre en place au sein de France Active Normandie. Gouvernance dans laquelle les dirigeants de structures SS seront les principaux décideurs de ce qu'on fait, de notre association et de ce qu'on fait pour que l'ESS continue d'exister. Voilà, avez-vous des questions ou des remarques? Je ne sais pas s'il y a eu des interventions dans le chat. Non, il n'y a pas eu. Vous avez été très attentifs ou alors très endormis, je ne sais pas. Ouais. Moi, bonjour à tous. J'ai eu des petits problèmes de connexion au démarrage, donc voilà. Alors, moi, je ne t'entends pas. Est-ce que tu peux mettre peut-être tu peux mettre ton son? Je ne sais pas s'il est mis. C'est bon, on t'entend, Christelle. C'est bon? Oui, c'est bon.
Merci. Je disais, j'ai un petit problème de connexion au démarrage, donc je suis désolée, j'ai pris un peu le truc en route. Donc moi, je suis directrice de 2 groupements d'employeurs. Donc, GEC-GE, je suis très contente qu'on parle de la mutualisation et de la coopération, parce que ça fait des années qu'on y travaille, mais on n'en parle jamais assez. Juste pour dire quand même sur la partie, enfin le fait d'intégrer des groupements aussi existants, Oui. ça permet de neutraliser un peu cet effet dont tu parlais tout à l'heure sur la confiance. Parce que des fois, on ne sait pas forcément non plus avec qui coopérer, ou on a un besoin, mais on n'a pas forcément non plus les structures, ou alors on ne se sent pas assez en confiance. Ça permet du coup de neutraliser un peu cet effet-là et l'effet poids aussi, parce que là, on va avoir un interlocuteur qui va être extérieur, qui va être neutre et qui va gérer aussi un salarié, qui va être l'employeur du salarié. Donc, ce n'est pas une structure qui sera l'employeuse et l'autre pour lequel il y aura un temps de mise à disposition. Donc ça, c'est important de le redire aussi. Et que les temps partiels, c'est pas que, parce que parfois, dans l'ESS, on a des besoins sur un temps donné, à temps plein. Et Oui. puis, à un moment, on n'aura plus besoin, en fait. Et donc, on mutualise assez rarement des temps partiels. Voilà, on aimerait faire plus et on travaille à faire plus, mais c'est vraiment pas si simple, parce que le besoin peut être difficile à harmoniser pour faire un poste à temps plein. Mais effectivement, sur des périodes données, ça peut aussi s'articuler et ça, c'est assez intéressant pour des structures qui, peuvent avoir un besoin plus ponctuel ou un manque de visibilité, comme on l'a parfois sur l'avenir et qui peut pas prendre un engagement du coup dans le long terme, mais plutôt renouveler des conventions, de mise à disposition dans le temps. Nous, c'est ce qu'on fait, hein. Là, on a un poste aussi de chargé de communication notamment qui est mutualisée entre des structures qui ne savent pas d'une année sur l'autre si elles vont la garder sur 2 jours, la garder sur 3 jours. Et donc voilà, c'est aussi au GE, nous, de trouver des solutions pour pérenniser l'emploi et les missions. Et c'est pas la structure du coup qui est en charge de ça, quoi. Et ça la soulage quand même grandement. Euh, donc voilà, il y a des solutions qui existent déjà sur le territoire pour les acteurs de l'ESS. Et vraiment, on est très ouvert à coopérer avec de nouvelles structures, toujours dans ce que tu disais tout à l'heure, cet esprit de revendiquer des modèles différents. Voilà, l'ESS a sa place. Moi, je serai là le 18 juin. Je n'étais pas là en 1940, mais je ferai ma part ce coup-ci. Cool. Et merci d'organiser ce genre d'événements et de rencontres. Merci du témoignage, Christelle. Il y avait Alain qui voulait réagir, je crois. Oui, Il était en 1943, je présente. Ton exposé que j'ai beaucoup apprécié, et puis surtout les défis là, que tu as lancés en finale. Ma question, c'est pourquoi tu n'as pas du tout abordé les questions de pôle territorial de coopération économique? C'est un Est-ce que tu peux partenariat. nous en dire 2 mots sur la structuration juridique? Parce que nous, on a eu une ambition, mais qui malheureusement a été avortée sur un pôle territorial de coopération économique, mobilité inclusive sur la métropole de Rouen. Vu la fragilité des structures, ça n'a pas été possible de mettre en œuvre ces voilà. Je pense qu'il y a des réflexions à avoir de façon intéressante sur ces affaires-là, peut-être justement surtout les questions auxquelles on est confronté au niveau des ressourceries sur la métropole de Rouen. Il y a peut-être des choses à réfléchir par rapport à ça. Et puis une deuxième question, mais alors là, elle est un peu à l'inverse, quand on a fait grossir une grosse structure, là je pense concrètement à l'abeille, avec 3 lieux d'activité forts sur Rouen d'abord, puis ensuite Le Havre et maintenant Louviers, groupés sous une même structure, une SARL qui va devenir une SAS. Est-ce qu'il y a une façon de remettre plus de territorialité dans chacun des pôles? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut défaire le chapeau unique pour arriver alors, est-ce que c'est 3 structures juridiques? J'en sais rien du tout. Pour l'instant, c'est une autre réflexion interne au conseil en gérance, de savoir comment on peut, j'allais dire, redonner, notamment par rapport à l'insertion, beaucoup de communication dans des pôles territoriaux qui seraient Le Havre, Rouen et Louviers.
et pas une grosse machine dans laquelle la communication ne passe plus bien? Vaste question. Alors, c'est deux questions, mais Alors, sur les mériterait une séance à chaque fois. Exactement. Sur les PTCE, c'est un parti pris parce que je ne maîtrise pas suffisamment ce modèle pour vous apporter de l'information. Et c'est aussi un modèle qui est dépendant des orientations gouvernementales. Et comme c'est un petit peu flou en ce moment sur est-ce qu'on relance des appels à projets sur les PTCE, est-ce qu'on a du budget, je l'ai volontairement mis de côté et je ne maîtrise pas suffisamment le sujet pour t'apporter des réponses. Donc, je botte en touche, comme on dit. Et pour ton sujet sur reterritorialiser des organisations, effectivement, c'est hyper intéressant comme question et ça revient dans beaucoup de structures. C'est que on a eu des injonctions à devenir régional pour beaucoup de structures, mais on se rend compte que la proximité, c'est ça qui fonctionne parce que chaque sous-territoire a des besoins différents entre un territoire rural, un territoire de l'Eure, un territoire de la Seine-Maritime. C'est des besoins différents et ça nécessite d'avoir une proximité qui est renforcée. Mais en même temps, on nous demande d'être d'envergure régionale. Donc, c'est une réflexion qui a à voir avec les équipes dans tous les cas et avec la gouvernance. Et je pense qu'un accompagnement dédié à cette question pourrait être intéressante. Je ne vais pas t'apporter plus de réponses là. Donc, merci pour ces deux questions et désolée pour mes deux réponses non constructives, mais je partage ton constat de la nécessité de revenir à de la proximité pour répondre à des besoins, avoir des organisations qui correspondent aussi aux salariés qui sont différents d'un point à un autre. Les salariés du Havre ne vont pas être les mêmes que les salariés de Rouen et donc tout doit être repensé pour être efficace, efficient. Et donc, ça se questionne au niveau de tes équipes, au niveau de la gouvernance, dans un projet très global et au long cours, quoi. Simplement, par rapport au PTCE, est-ce qu'il y a un groupement national, une instance nationale des PTCE qui Oui, existe? je crois. Et je crois qu'il y a un centre de ressources sur les PTCE aussi. Mais c'était un sujet pendant un temps pour la région Normandie, mais je ne sais pas si ça l'est toujours. Comme je disais, c'est très dépendant des orientations politiques et des priorités données. Il y a, je pense, en 2024, c'était un sujet hyper phare pour la région. Je ne sais pas si ça l'est toujours en 2026. Est-ce qu'il y a d'autres questions, interventions? Alors, il y a des questions sur l'AG. Oui, donc c'est bien de 15h à 16h le jeudi. Et vous avez le lien pour vous inscrire dans le chat, dans la partie discussion. Je viens de mettre le lien. Super. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non. Je ne crois pas non plus. Ok. J'espère que ça a été intéressant. On va vous envoyer la présentation puisqu'on a vos adresses mail avec le lien d'inscription que vous avez renvoyé. Donc, on vous envoie la présentation. Si ça vous fait penser à des choses, si vous avez des besoins de sujets qu'on pourrait proposer à un prochain webinaire, n'hésitez pas. J'ai noté la question du PTCE, Alain, mais je ferai intervenir quelqu'un d'autre parce que je ne maîtrise pas. N'hésitez pas à nous en faire part. Le but, c'est que les contenus vous soient utiles. Donc, on est preneur de tous vos sujets qui pourraient être traités dans le cadre d'un webinaire ou d'un atelier. Si c'est bon pour vous, on vous souhaite une bonne journée. Le replay sera disponible sur le spot. Et n'hésitez pas à aller faire un tour sur les autres ressources qu'on propose sur le spot, sur les appels à projets, les agendas. C'est toujours très utile d'aller voir ce qui se passe dans l'ESS en Normandie et ailleurs. Merci beaucoup. Bonne journée. À bientôt. Bonne journée. Au revoir.